Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse complète, on va principalement se concentrer sur Bitcoin, on parlera bien sûr d'Ether et les altcoins, mais là, on va surtout parler de Bitcoin, on a un retour de la volatilité avec un marché US qui est plutôt baissier, d'accord. On va faire également une analyse du marché US, donc il y a une décorrélation actuelle entre Bitcoin et la finance traditionnelle, ce qui est assez rare. On verra les différentes opportunités qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a des setups de short qui s'enclenchent, sachant qu'on arrive sur résistance? Est-ce qu'au contraire, c'est un vrai break? On verra bien sûr tout ça en détail. Alors, pour le moment, le plan sur Bitcoin se passe plutôt bien, puisque si vous avez regardé mes dernières vidéos, j'avais évoqué plusieurs choses. Déjà, la sortie de cette phase de compression en début de semaine. Là, on voyait qu'on avait vraiment une faible volatilité et on pouvait s'attendre d'une résolution de ce range d'un côté comme dans un autre. On avait vu que les probabilités, ils étaient beaucoup plus favorables de sortir de ce range par le haut. Pourquoi? Parce que déjà, on était dans une dynamique qui était haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, et surtout, on était au-dessus, s'ils veulent bien se mettre, au-dessus des moyennes mobiles court terme. Je vais changer de charte, c'est pas grave. Ici, on voit bien que au moment où on était dans cette phase de latéralisation, qui a duré quand même pendant presque une dizaine de jours, ici, on avait le tunnel 1 heure qui faisait office de support, et à chaque fois qu'on revenait dedans, on se faisait rejeter. Donc le fait d'avoir ce type de scénario de tendance haussière, consolidation précédée par une dynamique haussière plus compression avec des moyennes mobiles qui font office de support, techniquement on a plus de chances de sortir par le haut. Et la dernière hypothèse que j'avais émise, qui était à peu près, il me semble le 11 avril, à peu près ici, de toute façon tout est vérifiable en vidéo, c'est que je pense que nous sommes sur un bottom, je dirais pas un bottom définitif sûr à 100% sur du long terme, potentiellement on pourrait le retester, mais en tout cas un bottom qui va nous provoquer une plus grosse correction. Ça peut être un bottom définitif, bien entendu, c'est un peu trop tôt pour le dire, on pourrait plus parler de bottom définitif si on commence à s'affranchir des 95 000 $, mais en tout cas c'est un bottom moyen terme. Ça je vous l'avais dit à ce niveau-là, au vu de la réaction qu'on a eue, au vu du contexte de marché, le contexte également d'un point de vue économique et tout ce qui l'entoure, pour moi ici j'ai de fortes convictions d'avoir un bottom, au moins un bottom moyen terme pour revisiter l'extrémité haute, là où on commence à arriver. Donc voilà, les différentes hypothèses se sont plutôt bien passées de mon côté. Maintenant, attention à sa manière de se positionner, hein, surtout qu'on arrive sur résistance. Je vous ai souvent dit qu'on a comme ça ici un range, d'accord. Hop, on met un volume profile, et on voit bien que typique, l'extrémité haute, c'est une zone où on va chercher des shorts, on va être plutôt méfiant, mais on ne cherche pas n'importe comment des shorts. C'est-à-dire que là, je déconseille à tout le monde de shorter de manière agressive un actif comme ça, un BTC, avec un momentum aussi fort. Si je me mets sur du court terme, si je mets le MACD, s'il veut bien se mettre, on voit bien qu'on a un bon flux, un bon momentum, on vient de casser un range par le haut, oui, on arrive sur résistance, maintenant, il nous faut une réaction vendeuse pour se positionner. Et c'est toujours comme ça, quand vous cherchez à vous positionner sur des niveaux pertinents, il vous faut une réaction vendeuse. Ça peut être aller chercher ce niveau-là, avoir un M-top, ça peut être avoir un ravalement, une épaule tête-épaule, ça peut être une prise de liquidité, ça peut être quelque chose. Il nous faut une preuve comme quoi les vendeurs se manifestent. Pour le moment, on n'a pas été encore chercher la liquidité au niveau de ces sommes-là. Ici, on a une zone vers les, je dirais, 89 000 $ où il y a pas mal de stop loss à venir déclencher, pas mal de monde qui ont mis tout simplement des stops au-dessus de ces précédents sommets, et c'est là le niveau qui va être intéressant à surveiller, c'est si on y va, voir si on a un short squeeze, c'est-à-dire un déclenchement de tous ces stop loss qui sont des rachats de positions, on va avoir plein de buy market qui vont s'enclencher, et du coup on peut avoir un short squeeze assez important. Au contraire, est-ce qu'on va avoir une absorption, une réintégration? Dans ce cas-là, oui, prendre un short pour revisiter le pot, voire l'extrémité opposée, sera clairement intéressant. Donc pour moi, je suis en phase d'observation, j'ai bien sûr des setups qui peuvent s'enclencher sur de l'intraday, sur du court terme, surtout quand on a comme ça un bon élan avec, hop, on voit bien des moyennes mobiles qui repartent à la hausse, un tunnel très court terme qui passe au-dessus du tunnel 15 minutes, des pullbacks sur des niveaux clés comme le point pivot weekly. Ça, dans ce genre de phase, sur du scalping et sur de l'intraday, il y a de quoi faire de la continuation de tendance, parce qu'on a un sortie de range avec de l'acceptation, c'est-à-dire que quand on sort vraiment, qu'on commence à pullback, qu'on rejette, etc., et qu'on passe plusieurs minutes, plusieurs heures, surtout au-dessus d'un niveau, ce qui est le cas ici, on n'est pas sur une réintégration. Peut-être c'est pour réintégrer plus tard, mais pour le moment, le flux est présent, le momentum est présent, le breakout est présent, donc vaut mieux chercher à faire de la continuation de tendance. On voit, comme je dis, quand il y a des pullbacks comme ça sur des niveaux clés, ça c'est de très bonnes zones de localisation pour se positionner. Donc la sortie de ce range pour moi, elle est bien réelle au vu de la clôture.
la clôture H4. Maintenant, la zone d'intérêt, eh ben on y vient. Ça veut dire c'est notre extrémité haute. C'est une zone pour chercher des shorts. Et moi, je vous dis, le niveau clairement que je surveille si on commence à clôturer au-dessus, ça serait vraiment favorable sur du long terme. C'est le niveau des 95 000 $. Honnêtement, ici, on est sur la réintégration d'un gros niveau, la validation de la sortie de ce range qui est globalement entre les 78 000 et les 95 000 $. Après, bien sûr, on a fait un plus petit range sur du court moyen terme, mais l'extrémité haute de ce range-là, elle est là. Si on commence à sortir de ce niveau-là, ça serait très favorable pour Bitcoin et les altcoins pour avoir ici constitué potentiellement une structure long terme de retournement avec surtout la réintégration du niveau des 95 000 $ et même le niveau des 91 500 $. C'est un niveau intéressant. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui font que j'aime bien ce que fait le Bitcoin. Déjà, c'est d'un point de vue order flow. C'est-à-dire que si je regarde l'open interest, on voit qu'on a un soutien des acheteurs au moment, un soutien des acheteurs, un soutien tout court au moment du pump. Pourquoi je dis un soutien tout court et pas un soutien des acheteurs? Parce que l'open interest, c'est tout simplement le total des positions qui sont ouvertes sur les contrats perpétuels, que ça soit les longues comme les shorts. Ça ne nous indique pas qu'il y a plus d'acheteurs, ça ne nous indique pas qu'il y a plus de shorteurs, ça nous indique que quand on a un open interest qui monte, c'est-à-dire qu'on a des ouvertures de positions sur les contrats perpétuels, des longues comme des shorts, et qu'on a un open interest qui baisse, c'est-à-dire qu'on a des fermetures de positions sur les contrats perpétuels. Donc globalement, quand on a comme ça une hausse, et qu'on a une hausse également sur l'open interest, c'est-à-dire qu'on a un soutien dans les deux sens. Les longues, c'est positif parce que on a un breakout et automatiquement le fait qu'on ait des longues qui nous confirment comme quoi on a un breakout, et ben ça renforce nos convictions. Et également des shorts, ce qui crée de la liquidité au-dessus qu'on va pouvoir potentiellement aller chercher plus tard. Et moi je préfère clairement ce genre de breakout, on va dire mouvement haussier qui soit avec un open interest en hausse, plutôt que ici par exemple ce genre de rebond. À ce niveau-là, on voit qu'on a une hausse qui se fait avec un open interest en baisse. La différence c'est que cette hausse ici, avec un open interest en baisse, ça peut être tout simplement des clôtures de position de short. Je vous rappelle, un shorter, c'est quelqu'un qui parie à la baisse. Au moment où il clôture sa position, par exemple à ce niveau-là, dans toute cette zone-là, eh ben il va la racheter. D'accord? Il va la racheter. Et ça se manifeste par une hausse des prix. Pourquoi? Parce que des vendeurs qui clôturent leur position, c'est des buy market. Et ça se traduit également par une baisse de l'open interest, puisqu'il y a des clôtures de position de l'autre côté. Et automatiquement, je préfère avoir un mouvement haussier qui se traduit par une hausse de l'open interest. J'aurais beaucoup plus de conviction que ce mouvement soit soutenu et ce mouvement tient, plutôt que une hausse ici avec une baisse de l'open interest, où là on peut être tout simplement sur des clôtures de position short, et automatiquement, eh ben, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas repartir, mais j'ai plus de conviction sur ce genre de pump, moi en tout cas de mon côté. On n'a pas spécialement un order flow, enfin un funding qui devient fortement positif. Si je regarde ici les spreads qui nous permet de voir est-ce qu'on a une euphorie sur les marchés. Je vous rappelle, les spreads, c'est la différence entre les contrats perpétuels de Binance et les contrats spot. Ça me permet de voir globalement est-ce qu'on a un prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot, et si c'est le cas, comme ça a été le cas ici, c'est-à-dire que les gens spéculent beaucoup plus sur les contrats perpétuels que sur les contrats spot. En général, quand les gens spéculent plus sur les contrats perpétuels, c'est souvent qu'il y a de l'euphorie et que on peut, je dis pas spécialement poser un top tout de suite maintenant, mais qu'on est dans des phases d'euphorie assez importantes. Donc ce break est plutôt pas mal selon moi. On a une clôture daily ici qui est plutôt encourageante. Maintenant, pour se positionner, comme je l'ai dit, c'est assez compliqué. Après, il peut y avoir quelqu'un qui a de fortes convictions comme quoi on est sur un bottom, qu'on peut revisiter des niveaux. Il peut y avoir des stratégies ici de breakout au moment de la clôture daily, avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là pour aller chercher par exemple du 2 pour 1, 3 pour 1 et revisiter les 95 000 $. C'est un peu compliqué selon moi de prendre ce genre de trade. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance, et c'est un fait. On est sur résistance à partir du moment, comme je l'ai dit, on met un volume profile ici et on est proche de la value area high et de cette extrémité haute, donc on est sur résistance. Maintenant, quelqu'un qui a de fortes convictions, qui va avoir d'autres convictions d'un point de vue fonda, d'un point de vue contexte de marché, globalement qui veut jouer la continuation de tendance, même si on est déjà dans une bonne tendance vu qu'on est sur la deuxième impulsion de cette hausse, hein. Si je me mets ici en 12 heures, on voit qu'on a une première impulsion, une consolidation, une deuxième impulsion. Ça peut jouer. Maintenant, il faut prendre en compte que on est sur résistance, et moi la zone d'invalidation que je vois à cette impulsion, c'est globalement si on commence en 4 heures ou en daily à clôturer sous les 85 000 $. On réintègre ce niveau-là, on repasse sous la bougie impulsive daily. Globalement, ça serait l'invalidation. Ce n'est pas un trade que je prends, mais c'est un trade qui
peut se prendre avec quand même un risque assez faible parce que c'est pas les meilleurs trades vu qu'on est sur résistance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est on a tous un profil qui est différent, on a tous une manière de trader qui est différente, et une personne peut très bien prendre des shorts comme une personne peut prendre des longues au même moment. Et il n'y a pas de mal, une personne prend un long à ce niveau-là, quelqu'un qui cherche des shorts à ce niveau-là, et les deux trouvent leur compte. Ou alors peut-être que cette personne va se prendre une perte, cette personne-là qui short ici va prendre un gain, et sur un prochain trade, ça va être l'inverse. Dans tous les cas, ça fait partie du trading d'avoir des pertes, c'est tout à fait normal, et c'est là où le plus important, c'est d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, respecter ses convictions, respecter son plan de trading qui a été réalisé. C'est-à-dire, si votre plan, c'était de long le breakout pour revisiter par exemple 95 000, 100 000 $, et ben, respectez votre stratégie, d'accord? C'est pas parce que je vous dis qu'on est sur essence que vous devez pas respecter votre stratégie. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dans ce rebond, c'est qu'on a ici une décorrélation entre Bitcoin et le SP500. SP500, on l'avait vu dans les dernières vidéos, que ici, avec l'impulsion qu'on a eu le 9 avril, on avait de grandes chances d'être ici dans une, dans un range, d'accord, au niveau de cette bougie de contrôle, avec cette extrémité haute qui ferait office de résistance et cette extrémité basse qui ferait office de support. Donc on voit qu'on respecte bien ce qu'on avait vu ensemble, c'est-à-dire une latéralisation entre ces deux bornes, parce que le marché, à partir du moment où il a pris ici un moins 20%, c'est normal d'avoir des rebonds et commencer à latéraliser. Le marché ne va pas reprendre des moins 20% chaque semaine, c'est tout à fait logique. On n'est pas sur un shitcoin, on est quand même sur la finance traditionnelle aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, et je vais comparer ici avec la charte du Nasdaq, c'est de voir que on a un Bitcoin qui se décorrèle avec la finance traditionnelle, ce qui est assez rare. En général, on a quand même une bonne corrélation positive entre les deux. On le voit bien, hein, Bitcoin qui pose un bottom, ici on a un SP500 qui pose un bottom, on a toute une dynamique haussière ici avec un Bitcoin qui suit. On voit bien, hein, les mouvements haussiers, globalement ils les font ensemble, hein. Au moment où on commence à latéraliser sur le Nasdaq, le Bitcoin rentre dans un range. Au moment où il repart, on voit qu'on repart bien. Ici on pose un top parfaitement, Bitcoin pose un top au même moment. Ici on a la finance traditionnelle qui chute, on a également le Bitcoin qui chute. On voit bien que c'est assez corrélé. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là on voit qu'on a cette décorrélation, c'est-à-dire un marché US qui fait des plus bas dans cette jambe baissière, avec ici un Bitcoin qui fait des plus hauts. Donc il y a plusieurs raisons. Ça peut être sur un marché crypto qui a été, on va dire, sous-évalué ces derniers temps, et on a une rotation des capitaux qui est en cours par les investisseurs qui se disent ok, bon, voilà, il y a eu un marché qui a été sous-évalué pendant un moment. C'est une possibilité. Maintenant, on va falloir surtout surveiller les prochains jours comment le marché US va tenir, parce que je pense que si demain on se prend à moins 2%, après-demain on se prend à moins 2%, j'ai du mal à croire que le Bitcoin va continuer à prendre du plus 3% chaque jour. Ça peut arriver comme ça, des journées où on a une décorrélation, c'est assez rare qu'elle dure dans le temps, c'est-à-dire tous les jours une décorrélation. Maintenant, ça fait c'est intéressant, ça veut dire qu'on voit quand même que on a de la demande sur les marchés, sur le marché crypto. Maintenant, comme je dis, attention à ne pas FOMO. Moi, je vous avais dit que cette année 2025, ça allait être beaucoup plus compliqué. C'est plutôt ici du trading actif, court moyen terme, sur de l'intraday, sur du swing, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités que quelqu'un qui se positionne vraiment sur du long terme. Là, va falloir être patient, va falloir un plan long terme, une bonne stratégie, avoir des convictions, se positionner sur des cryptos qui sont fortes. Et c'est un peu ce que j'ai fait sur toute la baisse, où j'ai racheté surtout des altcoins qui m'intéressent. Je pense à Solana, je pense à Hyperliquid, je pense à Ether. On va switch, on va un peu parler des altcoins, hein. De toute façon, vous avez globalement mon plan sur le Bitcoin, mais je vous avais partagé les grosses cryptos que je rachetais. Un Bitcoin, quand on est passé sous les 78 000 $, j'ai pas mal d'ordres qui sont faits exécuter, hein, jusqu'aux 74 000 ici au point le plus bas. Ether, c'est pareil, hein, j'ai pas mal d'ordres sur cette mèche là qui sont fait exécuter, même au moment de cette baisse, entre 1800, 1400 $, que je commence à en racheter parce que j'estime qu'on retourne chercher des niveaux très intéressants sur Ether, et que Ether est totalement sous-évalué. Je vous avais dit Solana également, c'était ma position, à partir du moment où on revenait chercher sous les 120, j'ai pas mal d'ordres qui sont faits exécuter. Et le dernier, hein, c'est les 4 grosses cryptos que j'ai cherché à réaccumuler ces derniers temps, et c'est Hyperliquid, où ici je vous ai clairement dit qu'on repasse sous les 16 $, je commence à en racheter, et sur Hyperliquid j'ai acheté toute la baisse, hein. Ici jusqu'au 9,5 $, 9-10 $ ici, j'en ai raccumulé. J'ai un prix moyen d'achat vers les 13 sur Hyperliquid, j'en ai pas mal accumulé. Pour moi, c'est toujours un projet où j'ai de bonnes convictions. On est quand même sur un rebond V-bottom, donc ça me surprendrait pas de retester ce genre de V-bottom pour transformer ça sur une plus grosse structure. Mais ouais, la rebond sur Hyperliquid, le rebond est très intéressant. On a presque fait ici un x2, alors que quand on compare
par rapport aux autres cryptos, il y a très peu de cryptos qui ont fait un x2 sur ce rebond-là depuis le 7 avril. Et surtout là, on parle pas d'une altcoin, d'un shitcoin avec un faible market cap, on parle quand même de Hyperliquid qui, d'un point de vue capitalisation de marché, il est 22e. Donc on est quand même sur un market cap qui est assez conséquent. Et si je regarde toutes les cryptos, il y a très peu de cryptos sur le rebond qui ont pris un x2. Hein. On peut y aller. Alors, il y en a peut-être certaines, hein, peut-être par exemple peut-être STX, hein, mais même pas. On voit qu'il y en a très très peu. Il y a même des cryptos qui ont été longtemps fortes comme Solana, même si Solana a quand même bien rebondi, on est que sur un plus 50%. Donc moi je vous avais partagé en toute transparence les 4 cryptos que je renforçais dans mon portefeuille: Bitcoin, Ether, Solana, Hyperliquid. Si on a des retracements dans les prochaines semaines, j'ai toujours des ordres spot long terme qui sont prêts à être exécutés, hein. C'est le cash que j'avais pris en profit au moment où on est passé sous ce niveau-là, et même à ce niveau-là que j'ai clôturé, que j'ai décidé de réutiliser pour racheter plus bas. Au final, pour mon mission accomplie, même si tous mes ordres ne sont pas exécutés, et dans tous les cas mes ordres en mode épuisette ne s'exécutent jamais à 100% parce que j'ai tellement des targets assez basses en général que c'est difficile d'aller les chercher. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Pour le moment, moi de mon côté, mon plan s'exécute parfaitement. Ce que je vais surveiller, c'est si on commence à passer au-dessus des 95 000 $, et idéalement pour renforcer sur les altcoins qu'on ait une baisse de la Bitcoin dominance avec des signaux de retournement, et le cash que j'ai encore à disposition, je pourrais le réinjecter sur d'autres altcoins, mais des altcoins où j'ai un peu moins de conviction mais qui pourraient me faire des meilleures performances. Je pense à par exemple du Tao. Alors je dis pas que Tao j'ai pas de conviction, je dis juste que j'ai un peu moins de conviction sur Tao que par exemple sur Solana, Hyperliquid, Bitcoin et Ether. Donc je pourrais rentrer plus agressivement sur des altcoins avec une plus faible capitalisation, où là le but c'est vraiment de faire de la performance sur quelques semaines, quelques mois. Maintenant ici, la Bitcoin dominance, on a aucun signal de top. Pour moi, faut patienter, hein. On va pas aller à 110%, ce n'est pas possible. Donc bien sûr à un moment il y aura un top. Pour moi, on arrive déjà sur des niveaux de surévaluation qui sont assez importantes. Honnêtement, avoir un retracement qui revient chercher des 55-60%, ça me surprenait pas. Par contre, break les 60%, c'est vrai que ça me surprend et je m'attendais pas une Bitcoin dominance qui casse ce gros niveau. Maintenant, techniquement, la prochaine zone elle est ici, hein. C'est les 70%. Alors est-ce qu'on va aller aussi haut? Si je trace un Fibo, on a les 0,786 en intermédiaire au niveau des 66%. Ça serait vraiment les deux gros niveaux à surveiller, 66 et 70. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est une rupture de ce canal à la baisse. C'est break les moyennes mobiles, passer sous le tunnel daily. Dans ce genre de configuration, on aurait un signal qui serait intéressant sur les cryptos, comme on a eu ici. Sauf qu'au final, ça a été un piège, on peut jamais l'anticiper à l'avance, hein. C'est-à-dire au moment où on a un break comme ça, concret, on peut pas se dire, oh, ça y est, c'est sûr, c'est un piège, tout va être ravalé. Maintenant, ça fait partie du trading, c'est pour ça qu'on a une gestion de risque, c'est pour ça qu'on a des hypothèses de travail, parce que rien n'est sûr à 100%. Donc, idéalement, pour commencer à me repositionner sur les altcoins, j'aimerais un Bitcoin qui break les 95 000 $ et une baisse de la Bitcoin dominance. Pour le moment, les altcoins, je vais surtout me concentrer sur ceux où j'ai beaucoup plus de conviction, c'est-à-dire que c'est des cryptos que je pourrais holder, même si on a un moins 20, moins 30, moins 50% sur le marché. C'est des cryptos que je peux posséder plusieurs mois, un cycle, des cryptos, voire peut-être 2 cycles, comparé aux autres altcoins où si je me positionne, ça serait beaucoup plus pour quelques mois, voire un cycle grand maximum. Voilà, vous avez globalement tout mon point de vue sur cette semaine. Je voulais juste rappeler au niveau des annonces économiques. Hop. Tac. Au niveau des annonces économiques, cette semaine, on n'a vraiment pas grand-chose. C'est surtout la semaine prochaine qui va être très intéressant, puisqu'on aura le Core PCE, on aura ici le PIB, que ça soit aux États-Unis, que ça soit le PIB en Europe. Voilà, il y aura pas mal de choses. Premier, il y aura les PMI, mais ouais, cette semaine plutôt pas trop de volatilité, donc on va surtout surveiller le marché d'un point de vue technique, comment il réagit. Et comme je dis, pour le moment, je me positionne surtout sur de l'intraday, sur du swing. Mes positionnements sur du long terme, je vous l'ai expliqué, c'est surtout sur les 4 majeurs. Voilà, gardez votre risque, faites attention, c'est pas parce que le marché se réexcite que ça y est, c'est reparti, on va prendre un plus 50% dans 2 jours. Faut vraiment faire la part des choses et ne pas se positionner n'importe comment. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je tiens à rappeler, on a ici une bonne communauté qui évolue avec un bon groupe, hein, qui partage pas mal de conseils, pas mal d'astuces, qui parle trading, qui partage des charts, des stratégies, des trades et j'en passe si vous voulez progresser. Moi honnêtement, j'ai énormément progressé en étant dans ici un groupe privé comme ça qui m'a permis d'échanger avec beaucoup de personnes, des gens meilleurs que moi, même des gens moins bons que moi mais qui vont avoir des idées ou des choses que je n'avais pas spécialement vues, et même expliquer à des personnes, ça peut vous permettre d'encore
mieux assimiler et encore mieux de progresser. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.